bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous voir en présentiel. Depuis plusieurs mois, nous pataugeons derrière des écrans. Donc, je suis Dominique Legrand, le président de la N2V, l'Association nationale de la vidéoprotection. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde sur la Safe City. On va voir la problématique du vocabulaire. Donc, pour commencer, pour vous donner une clé de lecture à cette table ronde, j'aime bien commencer par un outil qu'on a décrit à la N2V dès la création. La N2V, ça existe depuis 15 ans, et qui va vous permettre justement de décrypter ce que chaque orateur va vous expliquer sur son projet, sur son dispositif, sur ses envies, sur son futur. Et en fait, ces projets, finalement, sont assez complexes, et il faut les décomposer en 6 blocs indépendants. Ces 6 blocs sont les suivants. La stratégie, le pourquoi, l'usage. Vous avez envie de déployer quelque chose, des drones, de l'intelligence artificielle, des caméras, un gestionnaire de places de stationnement disponibles, que sais-je. Il faut le décrire dans un premier temps sans tenir compte du reste et avoir une stratégie. Et j'aime bien désormais parler d'usage. On a parlé d'usage juste avant, sur la santé. Et Seine-et-Yvelines numérique, justement, doit vous permettre, justement, cette mise en place de ces nouveaux usages. Donc, 1, la stratégie. Mais sans oublier en 2, l'organisation, parce que forcément, autour de cette idée, de ce nouvel usage, va arriver des femmes et des hommes qui vont travailler, qui vont œuvrer. Si on parle de sécurité, on va parler d'une zone police nationale, d'une zone gendarmerie nationale, mais aussi peut-être d'une police municipale, si vous en êtes doté, mais aussi des techniciens, parce que ça tombe rarement en marche et ça tombe souvent en panne. La maintenance, tous ces sujets-là, le deuxième bloc, c'est la partie humaine. Et c'est rien de le dire, mais c'est important, parce que c'est peut-être là déjà que le bât blesse. On a une envie, on a une technologie, et la maintenance ne va pas jusqu'au bout. Le projet capote. Donc, 2, l'organisation. Et forcément, j'interviewerai les personnes sur ces sujets. 3, la technique. Ça, la technique, on ne va pas l'oublier. On sait faire des tas de choses. 4, les aspects financiers. Il faut du ROI, il faut mutualiser, il faut investir et aussi, puisqu'on parlait précisément de maintenance, opérer dans le temps, y compris avec des humains. Si on veut un PC H24, la partie salaire va coûter nettement plus cher au bout de 10 ans que la partie technique. Donc les aspects financiers à bien intégrer. 5, le juridique. La CNIL fait souvent parler d'elle en ce moment, avec des interdictions, des recommandations, des avis défavorables. Forcément, il faut être béton armé sur tous ces sujets. C'est aussi le rôle de Seine-et-Yvelines numérique. Et 6, l'éthique. Le dernier point qu'on a peut-être tendance aussi à oublier, mais sur lequel il ne faut pas transiger, il faut dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Donc dans tous ces cas et sur ces 6 blocs, eh bien, je vais avoir le plaisir d'interviewer des personnalités, des élus, des maires des Yvelines, mais aussi une personne des Hauts-de-Seine. Et puis on fera le point avec M. Stefanini sur nos envies et peut-être justement notre futur proche. Je souhaiterais passer la parole donc à M. Robert Rivoire, qui est maire de Villiers-le-Mahieu. Donc on a choisi des collectivités de toute taille pour que tout le monde puisse se projeter. Donc ce maire de Villiers-le-Mahieu, M. Rivoire, démarre donc un projet de vidéoprotection. Il démarre un centre de surveillance urbain, un CSU, en solo. Il est en zone gendarmerie nationale. Il a une passerelle, une patte avec Yvelines numérique. Et il va nous expliquer ce qu'il imagine au travers de cette passerelle. Monsieur Rivoire, expliquez-nous donc votre projet. Que veut dire la mutualisation, finalement, au travers de tous ces travaux à l'échelle des Yvelines et des Hauts-de-Seine, et quels sont les freins, les blocages,
les envies potentielles. Je vous écoute. Et merci, bonjour à tous. Donc, je suis maire d'une petite commune, 800 habitants, qui n'a pas de police municipale, qui n'a pas de moyens de protection, de surveillance de son territoire. On n'est pas nombreux, mais relativement étendus. L'idée d'utiliser la vidéoprotection est venue dans le mandat précédent, lorsqu'on a voulu installer un terrain multisport. Les conseillers de l'époque ont dit oui, d'accord, à condition qu'il soit surveillé par vidéo. Alors, nous n'avons pas beaucoup, disons, quotidiennement des dégradations, mais nous en avons effectivement. Et dans tout le village, des cambriolages, des dégradations régulières des bâtiments, des dépôts d'ordures, etc. En mars 2019, nous avons fait une première réunion tripartite avec la gendarmerie, le référent sûreté, Yveline Numérique, et puis nous, les conseillers. On a mis sur la table les différents problèmes, on a réfléchi, c'est une petite configuration avec 7 points d'implantation de caméras, une liaison possible avec des ondes radio, peut-être également une partie en utilisant la fibre. La première étape que j'ai initialisée dans mon nouveau mandat, ça a été de faire avec Yveline Numérique et les sociétés prestataires qu'elle nous a présentées un avant-projet sommaire. Donc ça a pris quelque temps, ça a été un peu retardé avec les élections, avec la crise sanitaire, mais on a obtenu en juillet, c'est tout à fait récent, donc cet avant-projet qui nous a bien éclairé sur les dispositifs que nous devions monter, qui nous a éclairé également sur le coût de l'opération. Ça nous a un petit peu refroidi. On a compris également qu'il ne fallait pas négliger sur la qualité des équipements, c'est-à-dire des caméras de qualité, un transport des vidéos également bien sécurisé, vision de nuit, enfin en fonction de nos besoins. Et donc on a décidé de ne pas faire l'impasse sur cet aspect qualité. Donc le coût nous a effectivement surpris. Alors, on ne s'attendait pas à un tel budget. Ça représente dans notre budget annuel d'investissement une part absolument non négligeable. Et donc actuellement, nous partons bien sûr à rechercher des solutions pour diminuer les coûts. Alors, il faut trouver des financements, ils existent. On a été sollicité par la région, par le département, par la communauté de communes. Enfin, il y a des solutions qui existent, il faut les étudier et les exploiter. Il faut aussi mutualiser avec les autres communes proches, profiter de leur expérience. Certaines, beaucoup, sont plus en avance que notre propre commune. Et puis, éviter les chantiers en parallèle, c'est-à-dire une caméra qui examine la sortie de mon village, c'est peut-être la même chose que la caméra qui observe l'entrée du village voisin. Voilà. Donc, on en est là. Nous lançons actuellement, c'est pas encore signé, mais ça va se faire, la deuxième partie de l'étude, c'est-à-dire un avant-projet détaillé
qui nous permettra de passer à la réalisation. En tout cas, j'espère que je serai suivi par mon conseil municipal. On est conscient. C'est bon, j'arrête. Oui, très bien. Dans un premier temps, on reviendra vers vous si besoin. Faisons un tour de table. Je passe désormais la parole à Monsieur Bével, donc le 4e adjoint au maire de Vernouillet et en charge justement de la vidéoprotection. Donc, Monsieur Bével démarre la vidéoprotection avec un projet assez conséquent qui dépasse le million d'euros, mais toujours pas d'opérateur H24. Parce que cette partie salariale coûte forcément très cher. Et donc la particularité de ce dossier, c'est que le CSU, le Centre de surveillance urbain, va être partagé, mutualisé avec 2 communes voisines. Vous êtes en zone police nationale et vous avez également l'idée de passerelliser votre dispositif avec Yvelines Numérique. Expliquez-nous plus en détail de quoi il retourne. Oui. Alors, moi, c'est la commune de Vernouillet, donc 10 000 habitants, donc un peu plus que monsieur, mais pas non plus énorme. Ce qui fait que les 2 problématiques qu'on peut avoir, nous, c'est les problématiques, si je reprends vos blogs de tout à l'heure, des problématiques techniques, parce que les compétences techniques ne sont pas dans la mairie. Donc, mais ça, on arrive à le combler avec des cabinets spécialisés, si ce n'est que ils ont un coût, comme tout le monde. Et puis la deuxième, justement, c'est la partie financière, parce que vous le disiez, c'est 1 million d'euros, et je pense qu'on est parti pour allègrement les dépasser. Donc là-dessus, la question qui va se poser, c'est comment on fait pour baisser ces coûts. Et comme vous le disiez, on a les coûts, là, quand on parle de 1 à 2 millions d'euros, c'est les coûts d'investissement pour mise en place du système, des caméras, du système informatique, mais il reste la partie humaine. Et comme vous le disiez, pour l'instant, si on fait ça tout seul, on n'aura jamais les moyens de mettre des gens derrière les caméras H24, 7 sur 7, pendant 365 jours. Donc l'idée, c'est, via ce syndicat intercommunal qui existait, qui avait été créé pour construire un bâtiment qui devait être un commissariat, qui n'est resté qu'un poste de police et qui maintenant est vide de tout policier national, de mettre un CSU et d'essayer de le mutualiser avec au moins une des 2 communes qui font partie de ce syndicat, parce que la 3e commune, ça c'est un autre problème plus politique, semble vouloir s'en retirer. Donc de mutualiser à la fois les hommes, pourquoi pas la police municipale également, parce que ça permettrait d'avoir plus de souplesse, mais aussi les questions qui vont se poser en termes de mutualisation, c'est... Comme vous le disiez tout à l'heure, quand la 2e commune, c'est Verneuil-sur-Seine, si moi je filme la sortie de Vernouillet et que lui filme la sortie aussi, on filme la même chose. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, on peut même aller plus loin. On a quelques sociétés dans notre ville qui vont surveiller leur parking ou leur cours devant leur bureau, mais qui sont obligés de mettre des masques pour ne pas filmer dans la rue. Et nous, si on estime que ce coin-là doit être surveillé, on va remettre aussi une caméra juste en face qui va filmer la rue, mais qui va mettre des masques pour ne pas filmer la cour. Donc on peut se demander jusqu'où on peut aller comme ça, en multiplier les caméras, alors qu'une seule, pour les 2, pourrait faire tout. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses. Après, les stratégies, on l'a défini, parce que justement, financièrement, on ne peut pas se permettre de mettre une caméra dans chaque rue, ou 2 caméras si on fait l'entrée et la sortie. Donc nous, on a défini les bâtiments communaux, les endroits où il y a des commerces, et toutes les entrées et sorties de quartier. Très bien, merci. Donc on voit, vous avez déjà repéré quelques contradictions, ce qu'on appelle les caméras QAQ. Il y en a une qui filme d'un côté, l'autre de l'autre, et on en met 2, donc il faut fibrer les 2. Bon, ça fait juste un investissement double. On peut sans doute se le permettre, puisque l'argent n'est pas un problème. Très bien, je passe donc sur la 3e ville. Alors on passe encore un cran avec 20 000 habitants, donc, et M. Marc Honoré, qui est le maire d'Achères. Donc là, vous avez votre propre CSU en solo. Vous avez des renvois d'images sur le commissariat, donc en zone police nationale. Vous avez aussi l'idée de travailler avec Yvelines Numérique. Expliquez-nous votre dossier et par rapport aux 2 précédents dossiers, comment est-ce qu'il s'articule, quelle que soit finalement la taille, la surface de la commune. Oui, bonjour. Donc Achères est une ville de 21 000 habitants, comme vous venez de le dire. Donc il y a une spécificité, c'est-à-dire que 50% des habitants sont logés en logements sociaux, puisque nous avons 4 000 logements sociaux sur la ville. Voilà, donc vous disiez tout à l'heure dans l'éthique, il fallait, je dirais, faire ce que nous avions dit. Alors j'ai été élu avec mon équipe en 2014, donc l'objectif et ce qui avait été clairement annoncé, c'était à la fois de créer une police municipale et à la fois d'engager la mise en place de la vidéoprotection. Donc ce qui a été fait dans le premier mandat, c'est la création de la police municipale
avec toutes ces difficultés, j'y reviendrai pas dans le recrutement, ce qui est un point important et difficile à réaliser. Et nous avons décidé, à la fin du premier mandat, d'enclencher la mise en œuvre de vidéoprotection. Alors on s'est rapproché à l'époque d'Yvelines Numérique, qui est devenue Seine Yvelines Numérique maintenant, bien évidemment pour faire une étude de réalisation de ce projet. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des projets qui montent rapidement au niveau des montants. Sur HR, quand on aura terminé, on sera certainement à plus d'1 million et 1,5 million également. Donc il a été décidé de créer un groupe de travail, à la fois avec Seine Yvelines Numérique, avec bien évidemment nos techniciens de chez nous, mais aussi la police municipale et la police nationale de Conflans-Sainte-Honorine. Sachant qu'à HR, on a une particularité, on a un poste de police nationale qui est partagé avec la police municipale, qui effectivement facilite aussi la réflexion. Donc évidemment, ce groupe de travail, c'était pour définir nos besoins, puisque nous ne sommes pas des spécialistes de la sécurité. Donc Yvelines Numérique était un spécialiste de la sécurité, avec des correspondants, je dirais, qui nous ont apporté leur technicité. Il fallait définir le matériel, à la fois au niveau des écrans, mais aussi à la fois des caméras, leur lieu d'implantation, et également comment on pouvait les implanter, puisque l'objectif pour nous, c'était pas de développer la totalité des caméras sur la première année, pour des questions de coût, mais également pour des questions de voir effectivement comment ça fonctionnait. Donc on a implanté un premier réseau, je dirais maître, qui permettra, si on poursuit le développement, de pouvoir se rebrancher sur le premier réseau maître pour continuer à développer dans les quartiers. Donc nous avons aujourd'hui 3 quartiers, je dirais, importants de logements sociaux. Nous avons commencé cette liaison entre la gare et ces quartiers pour sécuriser, puisque bien évidemment, tout le monde le sait, il y a toujours un sentiment d'insécurité, même si globalement, il n'y a pas forcément beaucoup d'attaques ou de méfaits sur la voie publique. Néanmoins, c'est un sentiment. Que nous avons décidé, fin 2019, d'implanter 9 caméras, donc qui sont installées aujourd'hui. Vous l'avez dit aussi, qui est relié à un CSU qui est dans le local police nationale, police municipale sur HR, mais également les images sont déportées sur le commissariat de Conflans. Donc aujourd'hui, on a à la fois des images qui sont sur le commissariat de Conflans et sur le poste de police d'HR. Alors là aussi, et là quand on parle de mutualisation, ça serait important au moins qu'à Conflans on puisse mutualiser. Je vois mon ami d'Andrézy qui est également aussi reporté sur Conflans, qu'on puisse avoir les effectifs qui permettent d'avoir une vision en permanence sur les écrans, ce qui n'est pas le cas bien évidemment. C'est simplement de l'enregistrement, parce qu'aujourd'hui avec une police municipale, même de 5 personnes, c'est pas suffisant, on a des objectifs de 8 à 10 personnes, aujourd'hui c'est la difficulté de recrutement. Donc dans un premier temps, ils sont installés maintenant depuis le début de l'année, ils ont été réceptionnés avec le Covid récemment, il y a 2 mois, qui fonctionnent sans aucune difficulté. On a déjà eu des demandes du commissariat de la police pour leur fournir des images sur des méfaits, sur des agressions, éventuellement aussi sur dégradation de matériel, ce qui quand même donne, je dirais, aussi une sécurisation, un sentiment. Et bien évidemment, les quartiers qui ne sont pas aujourd'hui équipés nous demandent quand est-ce que ça vient. Donc l'objectif dans le budget 2020, qui a été un peu décalé pour le Covid, va nous permettre d'en poser 10 nouvelles caméras d'ici la fin de l'année, si effectivement nos accompagnants sont disponibles, puisque bien évidemment, c'est pas avec nos petits bras qu'on va faire ça. Et également, l'objectif global sur la ville, c'est de développer une 40aine de caméras. Et là, sur les 2-3 ans à venir. On va y aller progressivement. La bonne surprise que nous avons eue, c'est que on est passé dans des quartiers un peu compliqués dans certains endroits. On a quelques points de fixation comme tout le monde dans ces quartiers-là. Et à ma grande surprise, il y a eu depuis le début de l'année, il n'y a aucune dégradation de matériel sur la voie. Donc, ce qui est quand même intéressant quand j'entendais ce qui se passait dans certaines villes. Voilà. Alors, je ne dis pas que certains points de fixation ne sont pas un peu déplacés aussi, donc il faut être honnête. Mais globalement, ça répond à une attente et je vous dis, on a une demande forte de la population pour terminer cette implantation. Très bien, merci. Donc, on voit bien que c'est une lutte permanente territoriale pour couvrir l'ensemble des problématiques. Vous avez souligné justement la mutualisation humaine, la convergence police municipale au sein même de locaux de police nationale est une tendance
forcément, ça aide à tout point de vue, l'informel, la machine à café, ça peut qu'aider, et donc ça, on y est excessivement favorable. Alors justement, je vais passer la parole à M. Ferrazzi, du département des Hauts-de-Seine, et éventuellement avec précisément une autre convergence, puisque là, on va étendre la vision de la caméra à d'autres métiers, tels que l'intrusion, etc., dans le bâtimentaire. Et donc, M. Ferrazzi, expliquez-nous la nature du projet qui est en œuvre pour la fin de l'année, si je ne m'abuse. Je crois qu'on est tous dans les starting blocks, Covid ou pas Covid, on fera. Donc expliquez-nous la nature de vos projets et que se passe-t-il dans les Hauts-de-Seine. Pour remonter à l'origine, ça fait maintenant près de 2 ans que le département réfléchit à redéployer une certaine stratégie au niveau de la sûreté-sécurité sur l'ensemble de ces bâtiments. Donc là, on est plus sur la vidéosurveillance que la vidéoprotection. Ce développement de stratégie va par rapport aussi également par une mutualisation technique et humaine. Donc avec la signature du département en devenant adhérent de Seine-et-Villaine numérique, enfin d'Yvelines numérique qui est maintenant Seine-et-Villaine numérique, on a trouvé l'opportunité de pouvoir avancer sur ce projet-là en créant un objet, on va dire un outil qui va favoriser, je dirais, cette fameuse politique sûreté-sécurité pour l'ensemble de bâtiments, qui est un PC centralisé. Ce PC centralisé, quelque part, va devoir être le point d'entrée de l'ensemble de nos bâtiments. Globalement, on parle là de 170 bâtiments de différents types. Ça va du groupe nautique au musée, aux bureaux, aux centres sociaux. La difficulté, c'est que jusqu'à présent, chaque bâtiment était, on va dire, géré individuellement au niveau de sa sûreté-sécurité. Donc on a des systèmes d'intrusion qui s'avèrent un petit peu inadaptés, puisqu'on posait des systèmes d'intrusion dans une pouponnière, par exemple, où on a du personnel 24h/24, où les personnes naviguent toute la journée, et quand on ouvrait une porte, ça se déclenchait. Donc dans une pouponnière, c'était pas très réjouissant pour les enfants. Donc ce qu'on a souhaité vraiment, c'est vraiment réadapter le système, parce que ce qu'on a mis il y a 10 ans n'est plus valable maintenant. Bien évidemment, il y a une évolution. Donc cette opportunité de la vidéosurveillance nous a amené à réfléchir et à aller à l'avant un petit peu de l'intrusion. Donc grâce à cette, je dirais, délégation qui a été mise à Seine-et-Villaine numérique sur la sûreté électronique, on a profité de ce biais-là pour avancer. Et aujourd'hui, on est en pleine phase de développement pour arriver effectivement mi-décembre à l'ouverture avec 5 sites types, parce qu'effectivement on avance à tâtons, petit à petit. Parce que déjà il y a également les exploitants des lieux, donc nos fameux collègues, qui bien souvent l'arrivée d'une caméra ou d'un système d'intrusion peut être intrusif, si on peut dire, dans le fonctionnement global. Et on a également tout ce qui est de la législation par rapport à nos parcs également. Donc on avance au fur et à mesure. La plus grosse difficulté aujourd'hui, et je crois qu'on l'a vu à chaque table ronde, c'est le réseau. Parce que finalement, on peut mettre des caméras, on peut mettre des systèmes technologiques de compétences, de bonne lecture, mais si quelque part on n'a pas les bandes passantes nécessaires pour tout faire remonter, on a beau mettre le meilleur matériel, à l'arrivée on n'a pas grand-chose. Donc on y travaille, conjointement avec Seine-et-Villaine numérique, effectivement, il y a un travail de fond, et c'est là aussi où, dans cette intelligence qui, je dirais, collective et en même temps artificielle, permet d'échanger de savoir. Le département, on n'avait pas de spécialistes quelque part on a des spécialistes en informatique, en projet informatique, mais en sûreté informatique, ça existe très peu dans nos départements. C'est, je dirais, quelque part un nouveau métier. C'est une nouvelle compétence à acquérir et à développer. Très bien. Donc, effectivement, il va sans dire, mais c'est mieux en le disant, le réseau, c'est important, et il se fait silencieux, surtout lorsqu'il fonctionne bien, mais donc ça incombe précisément aux syndicats. Et donc là, on comprend tout l'intérêt, justement, de ce travail de fourmi, peut-être de l'ombre même, mais qui est indispensable pour le bon fonctionnement de tous ces dispositifs. Très bien. Donc, on a vu qu'on pouvait mutualiser plusieurs métiers au sein de bâtiments. C'est vrai aussi pour les petites collectivités. Il y a aussi une école maternelle et primaire. Il y a aussi peut-être un gymnase. Donc il y a de l'intrusion. Bref, des dispositifs qui peuvent aussi être mutualisés. Mais précisément, le dénominateur commun, je trouve, de tout ce qui a été dit, c'est la partie humaine et H24. C'est-à-dire que pour taper quand même le dossier un peu dans le dur, l'objectif, notamment du citoyen, c'est d'avoir une réaction immédiate. Plus personne ne comprend que
tout a sonné, entre guillemets, à 4h32 du matin et que personne n'a bougé. Alors on dit toujours que fait la police, n'est-ce pas? Mais la police, ça se trouve, n'était même pas avertie. Donc c'est une chaîne ultra rapide, le temps réel, y compris la nuit. Et donc on comprend bien qu'il est hors de question que chacun investisse dans 3, 4, 5, 12 personnes, H24 avec des rotations, un chef bien sûr pour piloter tout cela. Il est indispensable de mutualiser. Et forcément ça tombe sous le sens. L'échelle de ces deux départements est à mon humble avis une très bonne idée. Monsieur Stefanini, expliquez-nous par contre par quel heureux hasard nous nous sommes affrontés à quelques écueils juridiques qui ne tombent pas sous le sens immédiatement. Expliquez-nous votre mission et ce que vous faites dans ce dossier. Bonjour à tous. Oui, alors, dans notre pays, la vidéoprotection s'est beaucoup développée depuis une vingtaine d'années. Elle concerne aujourd'hui des communes de taille très diverses et les interventions qui ont précédé la mienne en ont été la meilleure illustration. Il n'en reste pas moins que c'est bien joli d'enregistrer des images toute la journée, y compris la nuit. Encore faut-il les exploiter. Et là, on tombe sur des difficultés juridiques qui sont des difficultés juridiques tout à fait sérieuses. Alors, je ne vais pas vous infliger un cours de droit, mais je vais quand même rappeler quelques notions de base. Tous les maires, y compris les maires qui n'ont pas de police municipale, exercent ce qu'on appelle en droit le pouvoir de police. Et ce pouvoir de police, il se décompose en deux. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de police générale, qui comporte la surveillance de la voie publique. Et tout ce qu'on a dit sur la vidéoprotection de nos rues participe évidemment de ce pouvoir de police générale. Et puis à côté de ça, dans le Code général des collectivités territoriales, il y a d'autres polices qu'on appelle des polices spéciales, que vous connaissez bien, la police des déchets, la police des aires d'accueil des gens du voyage, la police des bâtiments en péril ou insalubres, etc., etc. Le Code général des collectivités territoriales permet, depuis maintenant une quinzaine d'années, permet à des maires, dans des matières qui correspondent aux polices spéciales, de transférer leurs attributions à un établissement public de coopération intercommunale. Donc, par exemple, à une communauté de communes avec une fiscalité propre. Et à ce moment-là, le président de cette communauté de communes exerce pour le compte des maires, dans les domaines dont j'ai parlé, qui correspondent encore une fois à des polices spéciales, il exerce les pouvoirs du maire. Donc là, il n'y a pas de difficulté. En revanche, sur le sujet qui nous rassemble ce matin, c'est-à-dire sur l'exploitation permanente des images, sur le visionnage H24, là, on a une grosse difficulté juridique qui est qu'en l'état actuel du droit, le visionnage n'est possible que s'il est opéré par un agent qui est placé sous l'autorité du maire. Alors, est-ce que ça veut dire que les établissements publics de coopération intercommunale ne sont d'aucun secours pour les communes en matière d'exploitation de la vidéoprotection? La réponse est non. Ces établissements publics, ils peuvent aujourd'hui acquérir du matériel pour les communes membres, ils peuvent les installer, ils peuvent entretenir ces matériels. Jusque-là, tout va bien. En revanche, là, je parle de ce qui est inscrit dans la loi. Après, que peut-être sur le terrain, il y ait des différences avec ce qui est inscrit dans le texte, ce n'est pas impossible, mais vous m'avez consulté sur ce qui est prévu dans la loi. Ce que prévoit la loi, ce que prévoit le Code de la sécurité intérieure, c'est qu'un établissement public de coopération intercommunale, qui a par exemple fait l'acquisition de matériel de vidéoprotection pour le compte d'une commune, pour assurer le visionnage de ces images, il peut se servir de ses personnels, donc là la mutualisation joue, mais à condition que ces personnels soient placés pour l'opération de visionnage stricto sensu sous l'autorité du maire. Donc ça, c'est une vraie contrainte au quotidien, et ça veut dire quand même que ça dessine une France à deux vitesses,
dans laquelle les communes les plus importantes, celle d'Achères par exemple ce matin avec nous, vont pouvoir se doter d'un centre de supervision urbaine qui peut-être va fonctionner 24 heures sur 24. Donc la vidéoprotection sera utile à la fois en termes de prévention, puisqu'on sait bien que la seule installation des caméras a un effet de prévention, et sera utile aussi en termes de répression, puisque à 4h32 du matin, pour reprendre votre expression, il y aura quelqu'un derrière un écran qui pourra donner l'alerte, qui pourra soit donner l'alerte à la police municipale si la commune est équipée d'une police municipale, soit plus probablement donner l'alerte à la police ou à la gendarmerie et provoquer une intervention des forces de l'ordre pour mettre un terme à l'infraction, à l'intrusion, etc. En revanche, ce que je décris laisse à penser qu'il y aura une deuxième catégorie de communes, des petites communes, et il y en a au moins une, peut-être même deux, parce que je ne sais pas où situer la barre, mais enfin pour se payer un centre de supervision urbaine qui fonctionne H24 avec du personnel, et du personnel compétent, c'est pas donné à tout le monde. Donc on voit se dessiner une carte de France à 2 vitesses avec des petites communes pour lesquelles la vidéoprotection l'installation de caméras sur la voie publique aurait simplement, c'est déjà pas mal, un effet préventif lié à l'installation même de la caméra, et puis bien sûr permettrait à la police ou à la gendarmerie d'intervenir, mais cette fois-ci a posteriori, en police judiciaire, pour visionner les images, identifier les malfaiteurs et les rechercher, et éventuellement les poursuivre et les condamner, et les faire condamner. Donc c'est déjà très bien, mais ce n'est pas tout à fait, vous l'avez dit, ce qu'attendent nos concitoyens. Ce qu'attendent nos concitoyens, c'est qui ont désormais fait leur, là, complètement, les technologies de la vidéoprotection. D'ailleurs, au départ, on l'appelait vidéosurveillance, parce que c'est devenu vidéoprotection, et ce changement terminologique renvoie bien dans l'esprit de nos concitoyens à une fonction qui est une fonction de protection H24. Donc là, on bute sur une difficulté. Alors, à la fin de l'année dernière, Yvelines Numérique m'a confié une mission qui consistait à essayer de porter une proposition de modification législative pour modifier le cadre juridique et pour faire en sorte que le syndicat qui s'appelait encore à l'époque Yvelines Numérique et qui est un syndicat mixte qui associe un département avec des EPCI puisse jouer ce rôle de mutualisation, car personne n'a de doute sur le fait que le syndicat mixte, lui, a les moyens, ou en tout cas pourrait avoir les moyens, dans son CSU, qui est actuellement installé dans les locaux communs à la préfecture et au conseil départemental à Versailles, il aurait les moyens, ou en tout cas il pourrait avoir les moyens d'assurer un visionnage des images H24. Alors, nous avons échoué. Nous n'avons pas atteint notre objectif qui était de faire cette modification législative. Nous avions essayé de nous brancher sur le projet de loi porté par M. Lecornu, qui à l'époque était ministre délégué aux collectivités territoriales. Nous avions choisi une députée de La République En Marche pour mettre toutes les chances de notre côté pour porter notre amendement. Mais malheureusement, notre amendement est tombé sous le coup d'une irrecevabilité qui est prévue par la Constitution de la Ve République, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déposer des amendements de n'importe quelle nature à n'importe quel stade de la procédure législative. Et on nous a opposé l'irrecevabilité prévue dans la Constitution. Donc nous n'avons pas pu avoir un débat au fond sur la capacité du syndicat qui est devenu aujourd'hui Seine et Yvelines Numérique à faire ce job pour l'ensemble des communes et notamment pour les petites communes. Alors nous n'avons pas complètement renoncé, nous sommes en train avec le syndicat de réfléchir à la manière dont nous pourrions nous greffer sur d'autres vecteurs juridiques, probablement l'année prochaine. Le ministère de l'Intérieur travaille sur, vous le savez, sur un projet de livre blanc avec probablement à la clé un projet de loi qui tirera les conséquences de ce livre blanc. Est-ce qu'on pourra se brancher sur ce projet de loi et le faire suffisamment en amont pour éviter l'écueil de l'irrecevabilité que j'évoquais il y a quelques instants? C'est devant nous. Très bien, je vous remercie. C'était parfaitement clair, M. Stefanini. Donc précisément, c'est la raison pour laquelle j'avais sollicité M. Nollet, excusez,
mais qui est en charge, entre autres, de la rédaction justement de ce livre blanc. Alors, livre blanc, il n'a pas grand-chose à dire, le pauvre Rémi Nollet en ce moment, puisque le livre blanc a été décalé à cause des grèves, les retraites, le Covid. Bon, bref, ça pousse en avant. Je remercie le syndicat Yvelines Numérique, Seine et Yvelines Numérique, justement de pousser sur ces sujets-là, sachant qu'à l'N2V, on travaille aussi sur le contrat stratégique de filière, avec justement dans le projet Territoire de confiance, la même énergie, on a un axe 5 sur les freins, les blocages. En résumé, il y a une vraie logique pour qu'il n'y ait pas cette fracture de sûreté, parce qu'on pourrait l'appeler comme ça, et que justement l'ensemble des territoires ait la capacité d'avoir des prestations lissées, homogènes et cohérentes, parce qu'on sait très bien que les cambrioleurs, ils ne connaissent pas la frontière et ils ne vont pas s'arrêter à la frontière d'une ville équipée ou pas équipée H24. Et donc là, c'est de notre devoir de travailler ardemment sur le plan juridique. Je crois que le temps tourne et que je vais essayer de rattraper un petit peu le retard pris par la dernière table ronde pour laisser les 3/4 d'heure à la table ronde suivante. Vous l'avez compris, que vous ayez besoin de caméras qui soient correctes, qui ne sont pas des gadgets où il s'avère qu'au bout de 2 ans, il faut peut-être toutes les changer. Et vous avez fait une économie de 30%, mais il faut tout changer sous 2 ans, c'est peut-être pas un bon pari. Que vous ayez besoin de conseils, Seine-et-Yvelines Numérique est également présent. Que vous ayez besoin d'idées nouvelles, de convergences multiples sur des plans technologiques, comme on parle de la caméra, mais aussi du contrôle d'accès, de l'intrusion, de la détection incendie, enfin tous les métiers finalement que recouvrent les maires. Et puis sur le plan juridique, eh bien, les maires qui sont dans la salle, soutenez votre syndicat favori, parce que c'est aussi en faisant pression que tous les maires appellent finalement à ce que le syndicat puisse apporter un service, alors qu'on a cru comprendre que l'État croyait que le syndicat voulait prendre la main sur les maires, et c'est pas du tout ça. C'est bien justement des services avancés que l'on souhaite apporter. Et je terminerai justement, puisque Luc Ferry a parlé de l'intelligence et de l'IA. Imaginez il y a 6 mois que je vous parle de capteurs, de caméras qui détectent automatiquement si vous avez un masque dans la rue ou si vous êtes distancié ou si après un couvre-feu à 22h, il faut que plus personne ne circule. Si je vous avais dit, nous on va avoir des algorithmes qui vont détecter ça, il y a 6 mois, vous m'auriez pris pour un imbécile en disant mais il me parle de masque, mais de quoi parle-t-il? Et on voit bien justement qu'avec la rapidité des demandes, et vous, élus, vous devez répondre à tout cela, ben, l'intelligence artificielle qui pourrait être justement placée au cœur à Seine-et-Yvelines Numérique pourrait, en claquant du doigt, entre guillemets, pousser ces nouveaux services en mode agile, comme on dit, sur demande et avec toutes les facilités qu'on pourrait imaginer. Je remercie très très vivement donc, tous les participants à cette table ronde. Je vous demande de les applaudir et on laisse la parole à la table ronde suivante. Merci.